Voici un sacré mystère. Tu as sans doute déjà entendu parler du Grand Canyon, mais pas de son secret le plus caché. Laisse-moi t'expliquer. Le Grand Canyon est comme un livre d'histoire de la Terre, où l'on peut remonter le temps rien qu'en regardant les couches de roches. C'est ce que l'on obtiendrait en laissant couler l'eau pendant 1 milliard d'années, à peu près. Mais voici le problème. 1 milliard d'années de roches ont disparu sans laisser de traces. C'est ce qu'on appelle la Grande Discordance, et elle déconcerte les scientifiques depuis plus de 150 ans. Une équipe de géologues de l'Université du Colorado pourrait avoir une explication à ce car ils pensent que les roches ont été emportées dans l'océan lors de la rupture violente de l'ancien supercontinent de la Terre, Rodinia, il y a environ 700 millions d'années. Le bouleversement a été si intense qu'il a entraîné la disparition de roches et de sédiments du Grand Canyon, laissant derrière lui une énorme lacune dans les archives géologiques. Cette même équipe de scientifiques s'est rendue dans le Grand Canyon et a utilisé une méthode sophistiquée, la thermochronologie, pour étudier l'histoire du réchauffement des roches. Ils ont découvert que la Grande Discordance pourrait être encore plus complexe encore qu'on ne le pensait. Il s'avère que les moitiés est et ouest du Grand Canyon ont pu subir des changements géologiques différents au cours du temps. Cela signifie que les bouleversements ont pu déchirer les moitiés est et ouest du Grand Canyon de manière distincte et à des moments légèrement différents, créant ainsi la Grande Discordance. Les découvertes de l'équipe aident à reconstituer ce qui s'est passé pendant cette période critique pour le Grand Canyon et d'autres sites nord-américains qui ont connu des périodes similaires de perte de temps. Bien sûr, certaines pièces du puzzle manquent encore, mais le mystère de la Grande Discordance pourrait enfin être résolu grâce au travail acharné des géologues. Ce n'est pas la seule particularité du Grand Canyon. Mère Nature s'est surpassée. Si tu prévois de visiter ce lieu mythique, il y a une chose que tu ne dois absolument pas oublier. Plusieurs couches de vêtements. Crois-moi, c'est comme jouer à la loterie des températures là-bas. Tu peux commencer par te sentir comme dans le désert du Sahara en bas, et finir par grelotter comme un pingouin en haut. L'altitude du canyon varie de 600 à 2400 mètres. Cela fait beaucoup d'escalade. Le Grand Canyon abrite également plus de 1000 grottes. Un véritable paradis souterrain qui attend d'être exploré. Seules 335 d'entre elles ont été documentées, et encore moins ont été entièrement cartographiées, explorées ou inventoriées. Si tu souhaites expérimenter la vie dans les grottes sans faire de spéléologie ni ramper dans le noir, tu peux réserver la Cavern Suite, située dans la Cave of the Domes sur Horseshoe Mesa. Il s'agit de la seule grotte ouverte aux visiteurs. Après, il est 6h30, heure de fermeture du parc. Tu pourras avoir la grotte pour toi tout seul. Aucun autre touriste ne viendra perturber tes selfies dans la grotte. De plus, tu pourras profiter de 2 lits douillets et d'un plafond voûté de 21 mètres de haut. C'est comme si tu avais ton propre palais souterrain. Vivre dans une grotte peut être difficile, c'est pourquoi un assistant sera posté à proximité pour t'apporter de la nourriture et tout ce dont tu aurais besoin pour rendre ce séjour aussi confortable que possible. Oublions les chauves-souris. Je plaisante. Le village de Supai est l'un de ces joyaux cachés, nichés près du Grand Canyon. Même la plupart des Américains ne le connaissent pas. Avec une population de seulement 208 personnes, c'est l'endroit idéal pour s'éloigner de l'agitation de la vie urbaine et embrasser une vie de solitude. L'endroit est tellement isolé qu'ils reçoivent leur courrier à dos de mule. Et figure-toi qu'il n'y a même pas de voiture dans la communauté. Il y a un type de roche trouvé dans le Grand Canyon qui a un âge impressionnant de 1,75 milliard d'années. C'est presque la moitié de l'âge de la planète entière. Avant que tu ne commences à t'endormir en entendant parler de roches anciennes, laisse-moi te dire pourquoi c'est super intéressant. L'étude de cette roche pourrait nous donner un aperçu de ce qu'était la vie sur Terre à l'époque. Pense aux créatures préhistoriques, aux plantes exotiques et à un paysage qui semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Non, je n'y étais pas. La roche du Grand Canyon est encore plus vieille que moi, ou que tout ce que l'on trouve dans les roches marines ou volcaniques du monde entier. La prochaine fois que tu te promèneras dans le Grand Canyon et que tu tomberas sur un vieux rocher ennuyeux, rappelle-toi qu'il pourrait détenir la clé qui te permettra de percer les mystères du passé de notre planète. As-tu déjà vu l'emblématique Horseshoe Bend, coup d'enfer à cheval, du canyon dans le sud-ouest? La façon dont le fleuve Colorado a érodé la roche au fil des siècles pour créer une forme aussi spectaculaire est tout simplement incroyable. Il est toutefois important de se rappeler que rien n'est éternel. Même si nous aimons beaucoup le Horseshoe Bend, les forces de l'érosion sont trop puissantes pour être arrêtées. Le fleuve Colorado continuera de faire son œuvre, érodant les parois du canyon et modifiant le paysage au fil du temps.
N'oublie surtout pas de réserver une excursion pendant qu'il est encore possible de visiter le canyon. Qui sait, peut-être qu'un jour il deviendra un méandre coupé comme The Rincon dans l'Utah. Et tu regarderas les photos que tu auras prises, et tu diras « Tu te souviens quand nous avons vu le Horseshoe Bend ?» Et tu seras alors vieux, je veux dire, vraiment vieux. Si tu te rends au Grand Canyon, ne manque pas de t'arrêter aux chutes d'Havasupai. Il faut cependant faire un peu d'effort pour y arriver. Le voyage peut être long, mais la récompense est une eau bleue cristalline et des chutes totalement inattendues et à couper le souffle. Les chutes sont situées près du village de Supai, dont je t'ai parlé précédemment, une petite communauté isolée de la réserve indienne d'Havasupai. C'est une excellente occasion de nouer des liens avec les habitants et de découvrir leur culture unique. Avant de prendre ton sac à dos et tes chaussures de randonnée, tu dois savoir quelques petites choses. Le terrain est administré par la tribu des Havasupai et se trouve donc en dehors de la juridiction du parc national du Grand Canyon. Cela signifie que tu dois prévoir et réserver une place dans le camping Havasupai si tu souhaites y passer la nuit. Alors oui, le Grand Canyon porte bien son nom. Il est certainement grandiose, impressionnant et tout un tas d'autres adjectifs. Époustouflant me vient à l'esprit, mais il y a quelque chose d'encore plus grand dans l'espace. Mars possède son propre réseau de canyons qui fait passer notre Grand Canyon pour un simple fossé. Il s'agit de Valles Marineris, à ne pas confondre avec Pasta Marinera, et il s'étend sur plus de 4000 km. Cela représente presque un cinquième de la circonférence de la planète rouge. Tu peux imaginer un voyage à travers ce gigantesque canyon. Tu pourrais commencer à l'ouest dans une région de vallée labyrinthique et finir dans le terrain chaotique près du bassin de Kraïsé-Punishu. C'est comme si tu traverserais tous les États-Unis en voiture. Mais revenons à Valles Marineris. Il est si grand qu'on peut la voir depuis la Terre à l'aide d'un télescope. Il ressemble à une cicatrice sombre à la surface de la planète. Valles Marineris présente de nombreuses caractéristiques qui nous donnent des indices sur la façon dont il s'est formé. On y trouve des fosses d'effondrement créées par des eaux impétueuses, des inondations massives et des infiltrations le long des parois des canyons. Autant d'éléments qui suggèrent la présence d'eau à un moment donné de l'histoire martienne. Des fissures dans la croûte, des falaises et des murs, ainsi que des glissements de terrain ont également contribué à la formation de ce vaste canyon. Les scientifiques ont proposé diverses théories sur la formation de Valles Marineris. Certains ont suggéré que l'érosion au cours d'un passé riche en eau ou le retrait du magma souterrain étaient des possibilités précoces. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques pensent que la formation de la région de Tharsis a pu contribuer à celle du canyon. Ce coin contient plusieurs grands volcans qui éclipsent ceux que l'on trouve sur Terre, dont Olympus Mons. Lorsque la roche en fusion a traversé la région volcanique pour former ces volcans monstrueux il y a 3,5 milliards d'années, la croûte s'est soulevée. Bah, tu m'étonnes. La tension a fissuré la croûte, provoquant de grandes failles et des fractures à la surface de la planète. 6 fractures, qui se sont agrandies au fil du temps, ont donné naissance à l'énorme réseau de canyons. Valles Marineris n'est pas seulement un immense canyon, c'est aussi le siège d'une poignée de volcans. Ils ne sont peut-être pas aussi grands que l'Olympus Mons, mais ils sont tout de même très intéressants. Ces cônes volcaniques n'ont que 200 à 400 millions d'années, ce qui n'était qu'un enfant, comparé au volcanisme martien qui s'est produit il y a environ 3,5 milliards d'années. Enfin, si vous avez sommeil en pensant à tous ces canyons, ce n'est pas grave, tu peux bâiller, je suis sûr que tu n'en resteras pas moins. Canyon. Vous savez ce qui est encore plus cool que les formes d'art anciennes? Les formes d'art très anciennes et effrayantes. L'une d'elles a été découverte dans une grotte en Indonésie. Sur la paroi, il y avait un étrange dessin réalisé il y a environ 67 800 ans. Ce qui est aussi étrange, c'est que les gens dessinaient déjà à une époque aussi reculée. Les scientifiques pensaient que le besoin de créativité était apparu bien plus tard. Mais entrons dans cette grotte pour examiner cette œuvre de plus près. Les scientifiques ont découvert une image étrange sur l'île tropicale de Muna, au large de la côte sud-est de Sulawesi. Ici se trouve une grotte que les habitants appellent Liang Metaduno. On pourrait qualifier cet endroit de véritable exposition d'art ancien. Des silhouettes humaines, des bateaux avec des passagers, des cavaliers et d'autres dessins inhabituels ont été peints ici avec des pigments rouges, bruns et noirs. Mais récemment, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'encore plus ancien et plus étrange. Toutes les images de cette grotte ont été réalisées il y a plusieurs milliers d'années. Cependant, le dessin récemment découvert s'est avéré vieux de plus de 67 000 ans. Ainsi, au plafond, à côté d'un dessin brun représentant un poulet, les spécialistes ont découvert 2 mains.
L'une d'elles avait un doigt pointu ressemblant à une griffe animale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Les scientifiques pensent que l'auteur a voulu exprimer le lien entre l'humain et l'animal. Mais le simple fait de dessiner une telle main est aussi surprenant. D'habitude, dans les peintures rupestres, on voit des petites silhouettes humaines ou des animaux. Mais ici, l'auteur a décidé de tracer le contour de sa propre main et d'y ajouter une griffe. Cette œuvre montre l'intention de l'artiste. Il a représenté quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que son imagination a inventé, et il l'a exprimé. Que voulait-il transmettre et que ressentait-il à ce moment-là? Peut-être a-t-il connu les affres de la création? Peut-être qu'après avoir terminé son dessin, il a appelé ses amis pour venir l'évaluer? Imaginez des foules d'hommes des cavernes se rendant à une exposition où un artiste célèbre a créé une nouvelle œuvre. Tout le monde admire la main griffue, applaudit et donne sa propre interprétation de l'image. Dans notre esprit, on a souvent l'impression qu'autrefois, les gens étaient des sauvages qui comprenaient très peu de choses. Mais et s'ils n'étaient pas si différents de nous? Eux aussi aimaient l'art. Ils se mettaient en colère, ils ressentaient l'envie, la tristesse et éprouvaient les mêmes émotions. Ils vivaient comme nous, mais sans la technologie. Les vestiges archéologiques comme celui-ci nous aident vraiment à mieux comprendre le développement de l'humanité. Mais pourquoi les scientifiques pensent-ils qu'il s'agissait d'abord d'un pochoir de mains humaines? Peut-être que c'était une sorte de créature, comme un yéti, et que ses mains ressemblaient vraiment à des pattes d'animal. Les spécialistes disent que les empreintes de mains étaient peut-être liées à des rituels pour éloigner le malheur. Et si l'auteur avait tenté de chasser la malchance avec sa main et y avait ajouté une griffe pour la rendre plus effrayante? De manière générale, après cette découverte en Malaisie, les chercheurs ont remis en question la vision eurocentrique de l'intelligence des peuples anciens. Pendant longtemps, le monde scientifique a cru que les capacités cognitives de l'homme moderne avaient commencé à se développer lorsque des populations ont migré vers l'Europe occidentale. Mais désormais, au vu de ce qui a été trouvé sur l'île de Muna, le développement de l'humanité a pu se produire indépendamment dans différentes régions de la planète. Cette découverte complète parfaitement une autre collection de peintures rupestres en Indonésie. En 2019, des scientifiques ont découvert des représentations de silhouettes humaines, avec des têtes et des queues d'animaux. Ces étranges créatures chassaient des phacochères et des buffles nains endémiques. Peut-être que les auteurs s'imaginaient comme ces êtres mi-animaux, mi-humains, et voulaient se donner l'apparence d'animaux. Ces dessins datent d'environ 51 000 ans. La main griffue a environ 67 800 ans, ce qui en fait le plus ancien exemple connu d'art rupestre au monde. Passons maintenant à une époque plus récente, le XVe siècle. À cette époque, de nombreuses œuvres d'art avaient déjà été créées, et beaucoup de livres avaient été écrits. Mais il existe un objet qui reste l'un des plus mystérieux, et même des plus inquiétants, jamais réalisé. C'est le manuscrit de Voynich. De l'extérieur, il ressemble à un petit livre rempli de dessins de plantes variées, de fleurs, d'images astronomiques et de personnages. Toutes ces illustrations sont accompagnées de commentaires détaillés de l'auteur. Tout semble assez normal pour un livre des années 1400. Mais vous savez quel est le problème? La langue dans laquelle le livre est écrit reste inconnue. Les dessins sur ces pages représentent aussi des plantes inconnues. On y trouve des motifs étranges, des formules et des images mystérieuses de personnages. Tout cela ressemble à une sorte de grimoire. Ça pourrait aussi être l'encyclopédie d'un monde parallèle, ou un manuel de fabrication de potions. Mais comment est-il possible qu'avec toute notre technologie moderne, nous n'ayons toujours pas déchiffré cette langue ni ces images? Qui était l'auteur? Que voulait-il nous dire? Et qui était ce Voynich exactement? Un marchand de livres et antiquaire du nom de Wilfried Voynich a découvert ce manuscrit dans un monastère italien en 1912 et l'a aussitôt ajouté à sa collection. Le contenu étrange du livre a vite attiré l'attention des scientifiques. Pendant des décennies, historiens, linguistes, programmeurs et autres spécialistes ont tenté de comprendre ce qui était écrit sur ces pages, mais personne n'y est parvenu. Bien sûr, il y a eu des théories. Certains scientifiques pensaient que c'était écrit en hébreu. Des botanistes ont suggéré que la langue... D'un côté, il pourrait s'agir d'une langue inconnue qui a disparu. De l'autre, ce pourrait être une sorte de code. Mais qui était l'auteur? Certaines théories attribuent le manuscrit au philosophe et scientifique anglais Roger Bacon.
D'autres étaient convaincus que l'œuvre appartenait à Léonard de Vinci, mais rien ne l'a confirmé. La théorie la plus plausible avance que le manuscrit a été rédigé dans une langue disparue, autrefois parlée en Méditerranée au Moyen-Âge. Les gens la parlaient, mais ne l'utilisaient pas dans les documents officiels ou importants. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'une langue oubliée du Moyen-Orient ou d'Asie. Bon, admettons que ce soit vrai, et que le livre soit écrit dans une langue que tout le monde a oubliée. Mais qu'en est-il de ces étranges dessins ? Les plantes, les images astronomiques, les motifs inhabituels, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être une grande encyclopédie sur la pharmacie, la nature et l'espace, un traité sur le monde naturel, ou quelque chose dans ce genre. On peut bâtir plein de théories et d'hypothèses, mais vous savez ce qui est vraiment génial ? Vous pouvez essayer de résoudre le mystère de ce livre étrange par vous-même. L'intégralité du manuscrit de Voynich a été numérisée en haute qualité et publiée en ligne. Essayez de le déchiffrer et écrivez en commentaire ce que vous avez réussi à découvrir. Notre prochain artefact archéologique est encore plus étrange que le précédent. Au XVIIIe siècle, des pêcheurs japonais ont jeté un filet dans la mer et en ont sorti une sirène momifiée. Bien sûr, officiellement, ce n'était pas une vraie sirène, mais elle avait l'air très réaliste et même effrayante. Pendant longtemps, cette trouvaille a été conservée dans un musée et considérée comme un objet sacré. Mais, et si c'était vraiment une sorte de sirène ? Et si, jadis, un peuple aquatique avait vécu dans l'océan ? Pour vérifier ces théories, les scientifiques ont analysé la trouvaille et déterminé que l'objet était artificiel. Quelqu'un de talentueux avait utilisé des os, la peau d'un poisson-globe et de la fourrure animale pour créer cette figure grotesque. Mais ce n'était pas une simple sculpture. Selon les spécialistes, c'était un talisman censé offrir une longue vie à son propriétaire. Terminons notre récit par quelque chose de vraiment effrayant et sinistre. Vous savez sans doute qu'il y a des siècles, les Européens croyaient aux vampires. Oui, on trouve de nombreux livres et documents historiques à leur sujet, mais tout semble relever de la légende. Pourtant, il y a quelques années, des archéologues ont découvert des preuves assez glaçantes que les gens croyaient. Les spécialistes ont trouvé en Pologne une sépulture vieille de plus de 400 ans. Elle contenait le squelette d'une jeune femme. Une faucille avait été placée en travers de son cou et un cadenas avait été fixé au gros orteil de son pied gauche. Les scientifiques ont supposé que les habitants craignaient que cette femme ne devienne un vampire et ne sorte de sa tombe. Alors, par précaution, ils ont ajouté ces objets à son corps. Pouvez-vous prononcer le nom de la capitale aztèque ? J'avoue, c'est assez difficile en français, et bien au-dessus de mes compétences. Bon, très bien. Il s'agit de Tenochtitlan. Les villes mayas ont généralement des noms difficiles à prononcer, comme Yaxchilan. Ils doivent donc provenir de la même langue, n'est-ce pas ? Eh bien, pas vraiment. Les Aztèques et les Mayas figuraient parmi les peuples mésoaméricains les plus célèbres. Nous parlons de l'actuelle Amérique centrale. Mais ils ne parlaient pas la même langue et n'appartenaient clairement pas à la même civilisation. Les deux peuples ont vécu à des époques différentes. Les Aztèques ont ainsi dominé la région du XIVe au XVIe siècle, ce qui, en Europe, marquait la fin du Moyen-Âge. Les Mayas les ont précédés, et les historiens estiment qu'ils ont commencé à bâtir leurs cités-États dès le IIIe siècle, pour atteindre leur apogée dès le Xe siècle. Cela ne signifie pas que les Mayas et les Aztèques n'aient pas eu le moindre contact, mais au moment de ces interactions, les Mayas étaient déjà en déclin. Les Aztèques ont donc davantage commercé avec les descendants des Mayas qu'avec les Mayas eux-mêmes. Les deux civilisations ne vivaient même pas au même endroit. Les Aztèques ont construit leur ville dans le nord de l'actuel Mexique, tandis que les Mayas habitaient au sud, dans la péninsule du Yucatan. Aujourd'hui, cette région fait également partie du Mexique, mais les Mayas occupaient également des parties de l'actuel Guatemala et du Belize. De plus, ils parlaient plusieurs langues. Les Mayas possédaient toute une famille de langues, dont certaines ont survécu jusqu'à nos jours. On estime que 6 millions d'autochtones descendants des Mayas seraient aujourd'hui répartis à travers toute l'Amérique centrale. Au Guatemala, 21 langues mayas sont officiellement reconnues, tandis que plus au nord, au Mexique, le nombre de langues officielles est de 29. Pour les Aztèques, la situation est beaucoup plus simple. Ils ne possédaient qu'une seule langue, le nahuatl. Cette langue compte encore environ 1,5 million de locuteurs natifs, principalement dans le centre du Mexique, ce qui représente plus que toute autre famille de langues indigènes dans la région. Cependant, un locuteur nahuatl ne pourrait pas comprendre un locuteur de langue maya.
Les deux langues sont complètement différentes et n'avaient pas le même système d'écriture. Les Mayas étaient plus avancés et utilisèrent des hiéroglyphes, semblables à ceux des anciens Égyptiens. Au lieu de lettres formant des mots, ces anciennes civilisations utilisaient de petites représentations pour figurer un objet ou un concept. Lorsque les Mayas voulaient écrire le mot « jaguar », par exemple, ils tracèrent une petite image de l'animal. Leur système d'écriture comptait plus de 800 caractères de ce type, constituant un véritable alphabet hiéroglyphique complexe, bien plus complexe que notre manière moderne d'écrire. Comparativement, les Aztèques utilisaient des pictogrammes et des idéogrammes, des dessins élaborés représentant des objets, des animaux ou des concepts. Bien que visuellement impressionnants et nécessitant des peintres hautement qualifiés, ces symboles n'étaient pas aussi systématisés que les hiéroglyphes mayas et servaient davantage de mnémonique que de véritables systèmes d'écriture phonétique. On pourrait donc dire que les Mayas étaient en plus avancés en matière de langue écrite. Ils possédaient le seul système d'écriture entièrement développé du continent américain avant l'arrivée des premiers Européens. Toutefois, sur le plan culturel et économique, les deux sociétés étaient assez similaires. Aucune des deux n'utilisait d'animaux de trait pour l'agriculture et le transport. La clé de voûte de leur agriculture, vous l'aurez deviné, c'était le maïs. Christophe Colomb fut le premier à rapporter cette céréale en Europe en 1493. Les Mayas cultivaient également le tournesol, la vanille et le coton. Les Aztèques produisaient du piment, des haricots et des courges. Pour toute viande, ils se contentèrent de poissons et de crevettes, tandis que les Mayas élevaient des dindes, comme nous le faisons aujourd'hui avec nos poulets. La société aztèque était composée de nobles et de roturiers, tous dirigés par un empereur. Les Mayas vivaient principalement dans des cités-États indépendantes, chacune gouvernée par une famille royale. Ces deux civilisations se passaient entièrement de véhicules à roues. Les marchands aztèques parcouraient l'Amérique centrale en transportant leurs marchandises sur leur dos, ce qui n'était guère confortable. Contrairement à nos routes modernes, les leurs étaient bien plus étroites puisqu'elles n'étaient destinées qu'aux piétons. Les Mayas utilisaient un réseau routier similaire, incluant également des canoës qu'ils taillaient dans de grands troncs d'arbres. Cependant, ils ne s'éloignaient que rarement des côtes. Un canoë maya moyen mesurait 15 mètres de long, soit la taille d'un de nos voiliers contemporains. Les Mayas échangeaient des marchandises de variées, allant du sel aux perles. Ils considéraient de la viande comme un produit de luxe, tout comme l'or, le cuivre et la turquoise. Et quelle monnaie utilisaient-ils selon vous ? Certainement pas du métal et encore moins du papier, mais des fèves de cacao qui avaient un prix fixe sur le marché, ce qui en faisait un moyen de paiement idéal. La situation dans nos sociétés modernes n'est pas très différente. Environ 2/3 des pays ont indexé leur monnaie au dollar américain. Pour ces précolombiens, les fèves de cacao faisaient donc office de billets verts. Les Aztèques utilisaient également cette monnaie, mais avec une particularité, la hache-monnaie. Une hache valait ainsi 8000 graines de cacao. On peut imaginer que leur bureau de change devait être un fameux bazar. En ce qui concerne les minéraux, le jade était très prisé dans les deux cultures. Les Mayas et les Aztèques fabriquaient des outils et des ornements à partir de ce matériau. Ils croyaient que le jade apportait grâce et longévité à son porteur, et leur mine de jade se trouvait dans l'actuel Guatemala. Vous vous souvenez de cette ville au nom imprononçable ? La fondation de la capitale aztèque nous révèle beaucoup sur le système de croyance de cette culture. Selon la légende, leur dieu leur aurait ordonné d'ériger une ville à l'endroit où ils verraient un aigle perché sur un cactus, tenant un serpent dans ses serres. Ils auraient observé cette scène sur une île du lac Texcoco, et y auraient bâti leur cité. Si vous cherchez cet endroit sur une carte de l'actuelle Amérique centrale, il vous suffit de localiser Mexico. C'est l'emplacement même de l'ancienne capitale aztèque, nommée ainsi en référence au peuple mexicain, un autre nom pour les Aztèques. La ville était construite sur de petites îles artificielles et excédait légèrement la superficie de l'aéroport d'Heathrow. Les Mayas, quant à eux, n'avaient pas de capitale unique comme nous l'entendons aujourd'hui. Leur civilisation s'étendait sur une quarantaine de villes, chacune comptant de 5 à 50 000 habitants. Aujourd'hui, ces sites seraient considérés comme de petites villes rurales. Toutefois, le nombre total de cités mayas n'est pas encore exhaustif, les archéologues continuant de découvrir de nouveaux sites au cœur des jungles de la péninsule du Yucatan. Récemment,
Des chercheurs ont mis au jour un nouveau site dans le sud-est du Mexique et l'ont baptisé Ocomtún, en référence au mot maya désignant les multiples colonnes de pierre qu'ils y ont découvertes. Autrefois, cette ville faisait partie des basses terres centrales mayas, une région aujourd'hui recouverte d'une épaisse jungle. Les Mayas ont abandonné leur peuplement dans cette région aux environs des 8e et 9e siècles. Les historiens ne s'accordent pas sur les raisons de cet abandon soudain, certains évoquant la surpopulation, d'autres l'effondrement de leur route commerciale. Quoi qu'il en soit, les villes mayas du Nord ont perduré. Et leurs descendants étaient encore présents lorsque les Européens en ont fait la rencontre plusieurs siècles plus tard. Les Aztèques étaient également présents dans l'actuel Mexique à cette époque. Mais le contact avec les colons européens leur fut fatal en raison de l'épidémie de variole qui l'ont amené avec eux. Cependant, l'héritage de cette culture perdure encore aujourd'hui. Chaque fois que nous utilisons des mots comme avocat, chili, guacamole, chocolat et coyote, nous faisons revivre le nahuatl, la langue des Aztèques. Ces mots se retrouvent dans presque toutes les langues du monde. Les mots mayas, quant à eux, ont également influencé l'anglais moderne. Les linguistes soutiennent ainsi que le mot shark, requin donc, proviendrait du maya exauce, utilisé pour désigner un poisson. Les deux civilisations ont laissé derrière elles des pyramides au style très similaire. Le seul indice permettant de les différencier est que l'on retrouve aujourd'hui beaucoup plus de ruines mayas qu'aztèques. Enfin, en ce qui concerne le maïs, une histoire circule parmi les descendants des Mayas selon laquelle leur récolte était accomplie au moyen de maïs sonneuses-batteuses. Époustouflant, non? Bon, d'accord. Ça, je l'ai inventé. Mais vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Ohé, passionné d'histoire! As-tu déjà entendu parler de la légende de l'ancienne race des géants du Nevada? Oui, je parle bien de véritables géants qui auraient vécu il y a des milliers d'années. Je sais ce que tu te dis, des géants, pour de vrai? Les découvertes archéologiques ne font qu'alimenter ce débat, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La grotte de Lovelock était en effet utilisée comme lieu de sépulture et certains des restes qui y ont été découverts sont beaucoup plus grands que la moyenne des ossements humains. La grotte se trouve près de la fosse de Humboldt, dans l'ouest du Nevada. Elle faisait autrefois partie d'un immense lac qui s'est finalement asséché, laissant derrière lui un certain nombre de lacs plus petits, dont le Humboldt Sink. La grotte serait devenue le lieu de résidence de la tribu des Sitéka. Selon la légende, ces géants aux cheveux roux étaient si grands qu'ils ont dû être enterrés dans la grotte elle-même. En effet, par la suite, les archéologues y ont découvert des squelettes de 2 à 3 mètres de haut. Cette légende a commencé à se répandre lorsqu'un ingénieur des mines du nom de John Reed s'est adressé aux habitants de la région en 1886. Lorsque Reed a vu la grotte, il a su qu'il tenait quelque chose. La nouvelle s'est rapidement répandue, mais la grotte a également attiré un autre type d'attention. Des dépôts conséquents de l'engrais que nous appelons communément guano ont été découverts à l'intérieur. Une société minière a donc commencé à extraire la précieuse ressource en 1911 et a rapidement expédié plus de 250 tonnes de cet engrais à San Francisco. Malheureusement, certains restes humains et d'autres artefacts ont été négligés ou perdus au cours de l'exploitation minière. Cela a conduit à des fouilles officielles en 1912 et 1924. Après l'extraction de cette couche supérieure de guano, d'étranges objets ont commencé à faire surface. Dans la région, les premières traces d'occupation humaine remontent à environ 4000 ans. La culture de Lovelock a duré environ 3000 ans et nous a laissé pas moins de 10 000 objets étonnants. Les fosses à l'intérieur de cette grotte étaient semblables à une série de capsules temporelles cachées à différentes profondeurs. Les archéologues ont déterminé l'âge de chaque fosse en fonction de sa profondeur. Il s'avère que de nombreux groupes différents ont utilisé la grotte comme lieu de stockage pendant très longtemps, et les objets qu'ils y ont entreposés nous donnent un aperçu très intéressant de leur culture respective. C'est comme un ancien et gigantesque entrepôt rempli de trésors cachés. Qu'ont trouvé les chercheurs en plus de ces os géants? D'autres corps ont été momifiés selon une méthode similaire à celle appliquée par les anciens Égyptiens. Ces restes ont également un point commun avec des corps découverts au sud du lac Titicaca. Les deux momies avaient des cheveux roux.
Or, certains scientifiques pensent que cette teinte rousse est le résultat d'une interaction avec l'environnement dans lequel les corps ont longtemps séjourné. Si l'histoire des géants aux cheveux roux est une histoire aussi incroyable qu'intrigante, tout le monde n'en est pas convaincu. Certains experts pensent que les ossements trouvés dans la grotte de Lovelock sont simplement les restes d'animaux préhistoriques, comme des mammouths ou des paresseux. Mais d'autres insistent sur le fait qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire. D'autres vestiges, tels que des paniers finement ouvragés et de ravissantes leurres à canards en fibre de tulle, y ont également été découverts. Quoi qu'il en soit, cette grotte mérite toute l'attention qu'elle reçoit. D'ailleurs, il est encore possible de visiter cette grotte aujourd'hui et de voir de ses propres yeux ces fosses de différentes profondeurs. Mais laisse-moi préciser une chose, c'est un endroit chaud, sec et isolé. Des archéologues ont fait une nouvelle découverte qui semble tout droit sortie d'une légende. Ils pensent avoir trouvé le palais du seul et unique Ulysse, roi grec légendaire de l'île d'Ithaque et héros du poème épique d'Homère. Assez d'Indiana Jones, c'est une véritable aventure qui s'est déroulée ici aux alentours de 1300 avant notre ère. Apparemment, c'était le seul palais mentionné dans les poèmes d'Homère qui n'ait pas été retrouvé. Des fouilles ont été effectuées sur les îles Ioniennes et la vue des ruines retrouvées sur l'île d'Ithaque est exactement telle que décrite dans l'Odyssée, explique le professeur qui a dirigé cette équipe de fouilles. Connu des Grecs anciens sous le nom d'Odysseus, ce héros a mis 10 ans à rentrer chez lui, à Ithaque, après la chute de Troie. Pendant de nombreux siècles, l'autre épopée d'Homère, l'Iliade, qui raconte le siège prolongé de Troie par les Grecs, a également été considérée comme un mythe. Mais dans les années 1870, Troie a été redécouverte dans l'actuelle ville turque de Çanakkale. Alors si on a pu retrouver Troie, qui peut dire que l'on n'a pas non plus trouvé la maison d'Ulysse ? Les chercheurs ont retracé les mots d'Homère comme on suit une carte routière. Le site de fouilles comprend un complexe de bâtiments à 2 niveaux. On y dénombre d'importantes découvertes telles que des entrepôts et des ateliers, un système de drainage complexe et des fragments de poterie. On y trouve également un puits datant du 8e siècle avant notre ère, c'est-à-dire de l'époque où l'on pense qu'Ulysse était roi. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu que l'équipe ait réellement découvert le palais d'Ulysse. Un chercheur britannique, Robert Bittlestone, insiste sur le fait que la description d'Homère de l'ancienne Ithaque n'est pas très proche de l'île qui porte aujourd'hui son nom et que le royaume d'Ulysse se serait en fait trouvé sur l'île de Céphalonie. Toutefois, l'archéologue italien Adriano Laregina pourrait avoir une approche plus pragmatique de ce débat. Selon lui, que cette découverte ait ou non un lien avec Ulysse, le plus important est la découverte de ce palais royal. Il était une fois, dans un pays lointain, le peuple des Klamath, auquel on doit la légende de la création de Crater Lake. D'accord, ce pays lointain n'est autre que les États-Unis actuels, et on le trouve dans le centre-sud de l'État d'Oregon. Quoi qu'il en soit, la légende veut que ce lac ait été formé lors d'une bataille acharnée entre 2 volcans, le mont Mazama et le mont Shasta. Les esprits de la terre et du ciel, à savoir Liao, qui régnait sur le monde d'en bas, et Skel, le maître du monde d'en haut, se sont alors joints au combat. Ce fut un véritable drame géologique. Pendant la bataille, les ténèbres ont volé la terre et le combat s'est achevé lorsque le mont Mazama s'est effondré, renvoyant Liao dans le monde souterrain. La pluie a alors rempli la fosse et créé un lac à l'endroit où se trouvait la montagne. Avance rapide jusqu'à notre époque. Des scientifiques ont découvert que le mont Mazama était bel et bien entré en éruption il y a 7700 ans. Des vestiges trouvés dans la région prouvent que le mythe relate effectivement certains détails de l'explosion. La légende raconte que des roches chauffées au rouge ont alors volé dans le ciel. C'est ce qui s'est passé lors de l'éruption volcanique qui a provoqué l'effondrement de la montagne. Et cela a créé cette caldeira volcanique qui s'est ensuite remplie d'eau. L'originalité de cette légende avérée réside dans son ancienneté. Selon les chercheurs, ce type de tradition orale perd de sa crédibilité au bout de 6 à 700 ans. C'est pourquoi la légende de la création de Crater Lake est si unique. De nombreuses générations, au cours de centaines d'années, sont parvenues à transmettre l'information avec exactitude. Ce lac de cratère volcanique fait maintenant partie d'un parc national. Il est célèbre pour sa couleur bleu profond et l'eau qu'il contient est extrêmement claire. Si tu le visites aujourd'hui, l'eau ne sera pas la même que celle que quelqu'un verrait 250 ans plus tard.
Comme il n'y a pas de rivière qui entre ou sorte du lac, l'eau existante s'évapore et le lac se remplit de nouveau grâce à la pluie et aux chutes de neige. Pour faire simple, tous les 250 ans, l'eau est intégralement renouvelée. De plus, ce lac a une profondeur de près de 600 mètres, ce qui en fait l'un des lacs les plus profonds des États-Unis. Il est possible de se baigner dedans, mais il n'y a qu'un seul sentier autorisé et sûr pour se rendre sur la rive. D'autres activités sont possibles néanmoins, comme la pêche et les excursions en bateau. Les expériences humaines communes, telles que la naissance, le mariage et la mort, peuvent expliquer pourquoi certains contes sont partagés à l'échelle mondiale. Les luttes et les obstacles similaires auxquels sont confrontés les êtres humains dans le monde entier génèrent des thèmes semblables dans les mythes traditionnels que nous connaissons sur l'amour, l'éducation des enfants et la mortalité. Alors, connais-tu des légendes ou des contes qui t'ont été racontés par tes grands-parents ? Qui sait, peut-être que tes ancêtres ont eux aussi été témoins d'un événement historique marquant. Au cours de millions d'années, notre planète a beaucoup changé. Période glaciaire, déplacement des plaques tectoniques, inondations planétaires, météorites. Des espèces entières d'animaux sont apparues et ont disparu au fil des millénaires. À un moment donné, nous, les humains, sommes arrivés. Maintenant, imagine un endroit ayant été coupé du reste du monde pendant 5,5 millions d'années, peut-être beaucoup plus longtemps. Un endroit où aucun humain n'avait jamais mis les pieds. En 1986, nous avons découvert ce lieu. C'est la grotte de Movile. Tu te rends à l'aéroport et tu achètes un billet pour la Roumanie. Ensuite, tu loues une voiture et tu roules vers le sud-est. Tu cherches le județ de Constanta, tout près de la mer Noire. Quand ton téléphone te dit que tu es arrivé, tu arrêtes ta voiture et tu regardes autour de toi. Tu es au milieu d'un champ désert, rien d'autre qu'une vaste plaine sans vie. Puis tu l'aperçois, un trou dans le sol. En t'approchant, tu te rends compte qu'il s'agit d'un puits qui mène dans les profondeurs de la croûte terrestre. Avant de descendre dans l'obscurité, tu prends une corde, un casque, une puissante lampe de poche et une bonbonne d'oxygène. N'oublie pas de porter ta combinaison protectrice et ton masque à oxygène. Tu descends lentement en regardant autour de toi. L'obscurité est totale au-dessous et tu es un peu nerveux. Et puis quelque chose cloche. Il fait noir, mais il ne fait pas froid. De l'air chaud remonte de l'abîme. Finalement, tu sens le sol sous tes pieds. Tu regardes alentour et tu remarques un grand nombre de tunnels devant toi. Ils mènent dans les profondeurs de la grotte et ils sont recouverts d'argile sèche. En avançant à quatre pattes, tu t'aperçois de quelque chose. L'air est de plus en plus chaud et humide. Tu ressors d'un tunnel étroit et tu te retrouves dans une immense grotte dont le sol est occupé par un lac. Maintenant, le plus difficile t'attend. Tu dois plonger. Dès que tu entres dans l'eau, tu sens une terrible odeur d'œuf pourri. Tu viens de pénétrer dans de l'eau sulfureuse et l'odeur du sulfure d'hydrogène est omniprésente. Ce n'est pas tout. La grotte est également remplie de dioxyde de carbone. L'air normal à la surface est composé d'environ 20% d'oxygène, mais ici, il n'y en a que 10%. Tu ne pourrais pas survivre sans ton précieux réservoir d'oxygène, et tous ces autres gaz te donnent un terrible mal de tête. Tu allumes ta lampe de poche à pleine puissance et tu plonges sous l'eau. Il te faut traverser toutes ces failles étroites. Il y en a beaucoup, c'est un véritable labyrinthe aquatique. Tu es un peu inquiet, mais ta bouteille d'oxygène est encore assez pleine. Tu te faufiles à travers les failles et tu trouves enfin une zone ouverte. Tu te figes. En haut, en bas, partout, tu entends des créatures ramper. Le faisceau de ta lampe de poche éclaire des milliers d'insectes rapides et glissants. Cette grotte contient 48 espèces différentes, dont 33 nous sont totalement inconnues. D'étranges escargots blancs rampent le long des parois et des crevettes transparentes ainsi que de petites sangsues nagent dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec de très longues antennes et des araignées transparentes traînent sous tes pieds. Il y a même 2 espèces de scorpions, comme si tu n'avais pas déjà assez peur. Des scorpions d'eau et une autre espèce non encore identifiée. Ce n'est pas exactement un scorpion du désert typique. En fait, rien ici ne semble normal. Toutes les créatures que tu vois sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, juste de longues pattes et des antennes qui les aident à s'orienter dans les eaux obscures. C'est un véritable paradis pour réalisateurs de science-fiction, on ne pourrait pas inventer plus étrange. Plus tu t'enfonces dans la grotte, moins il y a d'oxygène. Et étonnamment, il y a de plus en plus de ces petits monstres qui courent partout. L'air n'est plus que méthane et dioxyde de carbone. Ces petites créatures étranges n'ont jamais vu le soleil, elles ne sont jamais sorties de cette grotte.
Les araignées, les scorpions et les sangsues connaissent la faim, n'est-ce pas? Ils se nourrissent de petits animaux, d'escargots et de vers. Mais que mangent les plus petites créatures? C'est alors que tu remarques quelque chose de très étrange à la surface de l'eau. Il y a une substance blanche qui ressemble à de la mousse. Tu la touches avec précaution, c'est comme du papier toilette humide, ça se déchire au moindre contact. Mais ce n'est pas de la mousse ni du papier, ce sont des milliards d'organismes vivants, des bactéries appelées autotrophes. Ces bactéries fabriquent de la nourriture à partir du dioxyde de carbone, mais ce n'est pas dans l'air qu'elles le puisent comme les plantes et les arbres. Elles utilisent l'eau, on appelle ça la chimiosynthèse. Ces minuscules bactéries excrètent leur nourriture inutilisée, que de plus grosses bactéries viennent ensuite manger. Après ça, les petits escargots et les vers mangent les grosses bactéries. Tout un cycle alimentaire farfelu et unique au fond d'une grotte perdue en Roumanie. C'est la raison pour laquelle tu portes cette combinaison et ce masque de protection. Ce n'est pas seulement pour ton confort et ta sécurité. Sans la combinaison, tu pourrais accidentellement laisser derrière toi des bactéries humaines provenant de ta peau par exemple. Cela pourrait compromettre le délicat équilibre biologique de ce monde immergé. Cette grotte est trop petite et dangereuse pour y transporter du matériel de recherche coûteux. Alors tu prends quelques échantillons d'eau, de terre et d'air et tu en ressors le plus vite possible. La grotte n'a pas encore été entièrement explorée. Les autorités roumaines n'autorisent pas n'importe qui à y faire de la plongée. Nous verrons dans quelques années. Qui sait ce qu'on y trouvera d'autre? Tu es de retour dans ton laboratoire moderne et tu commences à comprendre pourquoi cette grotte est si importante. Les conditions à Movile sont quasiment les mêmes que dans les premières années d'existence de la Terre. À l'époque, notre monde était protégé du soleil par une atmosphère très dense. Il est possible que les microbes qui se trouvent dans la grotte soient les mêmes que ceux qui étaient présents à l'époque où la vie a commencé. Ces bactéries pourraient s'avérer incroyablement utiles. Elles oxydent les gaz dangereux, le méthane et le dioxyde de carbone. En gros, elles les rendent inoffensifs. Merci les gars. La grotte de Movile n'est pas le seul endroit sur Terre où la vie trouve encore un moyen de subsister et de s'épanouir dans des conditions extrêmes. Visualise la tour Eiffel à Paris. Maintenant, multiplie-la par 10 et mets toutes ces tours les unes sur les autres. Imagine-toi maintenant en train de faire un trou à cette profondeur. Tu as compris? La vie continue même dans ces abîmes. Il n'y a presque pas d'oxygène, la pression est incroyablement élevée et il fait plus chaud que dans le désert le plus chaud. Bienvenue dans l'empire des nématodes. Les nématodes sont des vers et ils sont extrêmement résistants. Quand il n'y a pas d'air, pas de nourriture ou qu'il fait trop chaud, ils se transforment. C'est ce qu'on appelle le stade d'Auer. C'est un état de stase, d'hibernation profonde. Le métabolisme des vers ralentit. C'est comme s'ils s'endormaient pendant longtemps et ne se réveillaient que lorsqu'il y avait assez d'air ou de nourriture, ou lorsqu'il faisait assez frais. Et tu n'as pas besoin de creuser aussi profondément pour trouver ces créatures. On rencontre des nématodes partout dans le monde. Ils vivent dans les sources chaudes, dans les déserts, dans les montagnes, dans le froid de l'Antarctique, à l'intérieur des animaux et même à l'intérieur du corps humain. Inutile de te rendre sur Mars pour découvrir des paysages extraordinaires. Il existe des endroits sur Terre proprement fantastiques. La dépression de Danakil, en Éthiopie, est l'un des endroits les plus chauds, les plus secs et les plus inaccessibles au monde. C'est un grand désert qui ne reçoit presque pas de pluie, mais le liquide n'en est pas moins abondant. Ce site repose sur 2 volcans actifs, et du magma liquide jaillit souvent de la croûte terrestre. On y trouve également des lacs colorés remplis d'eau acide. Le sel des lacs se mêle aux minéraux volcaniques pour créer d'étranges figures qu'on dirait sorties d'un décor de film de science-fiction. Des gaz toxiques et des vapeurs de chlore se dégagent des lacs, ce qui en fait l'un des endroits les plus dangereux du monde. Il te faudra un masque à gaz pour y survivre, mais la vie trouve toujours un chemin. Il y a des êtres vivants ici, même dans ces lacs si chauds que l'eau acide bout littéralement. Les microbes vivent heureux dans ces lacs et dans les roches environnantes. Est-ce que d'autres créatures pourraient survivre ici? Qui sait? Tu trouveras une autre créature très résistante dans le désert de Lut, en Iran. On vient y découvrir un nouveau type de crustacés très particulier. Ces animaux vivent dans les petits lacs qui se forment de temps en temps grâce aux pluies du désert. Cette espèce peut survivre pendant des décennies parmi les sédiments secs, dans l'attente d'un tout petit peu d'eau. Ce sont donc toutes de très petites formes de vie. Et les véritables monstres, demandes-tu? Des scientifiques viennent d'en découvrir au large de l'Antarctique. Des araignées de mer immenses, d'énormes étoiles de mer, des choses transparentes qui ressemblent à des crevettes. En un seul mois, les chercheurs ont découvert environ 30 000 créatures marines dont un grand nombre nous était inconnu. Qui sait ce qu'on trouvera encore?
L'Égypte régnait comme détentrice de la plus ancienne pyramide connue, jusqu'à ce qu'une structure récemment mise au jour en Indonésie semble la devancer de plusieurs millénaires. Si cette hypothèse se confirme, cela réécrirait notre histoire. La première pyramide aurait émergé durant la dernière ère glaciaire et se dresserait aujourd'hui au cœur de la jungle. À première vue, Gunung Padang n'évoque guère une pyramide. L'ensemble paraît plutôt une vaste éminence jonchée de pierres éparses. Toutefois, des fouilles récentes ont révélé, bien en profondeur, des aménagements lithiques enfouis en plusieurs strates, nettement plus anciennes et plus profondes qu'on ne l'imaginait. Nous parlons d'une datation pouvant atteindre 27 000 ans. L'affaire devient capitale dès lors qu'elle touche à l'histoire humaine. À ce jour, la plus ancienne société connue possédant un tel savoir architectural remonte à environ 11 000 ans et occupait la région correspondant à la Turquie actuelle. Nous avons déjà abordé Göbekli Tepe dans d'autres vidéos. Gunung Padang divise la communauté scientifique et soulève des interrogations majeures, potentiellement déterminantes. Le site, tenu pour sacré depuis longtemps par les habitants, est encore appelé la montagne de l'illumination et demeure employé pour des cérémonies mystiques. Les Occidentaux ignoraient l'existence de cet endroit jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors qu'un explorateur néerlandais, ayant entendu des rumeurs au sujet d'une montagne singulière, décida d'en vérifier la réalité. À seulement 4 heures au sud de Jakarta, il découvrit un paysage saisissant. Des terrasses superposées reliées par des degrés de pierre grossière, d'immenses dalles couvrant le sol et d'imposants piliers dressés çà et là. À ses yeux, cela évoquait un ancien site cérémoniel, peut-être même un lieu de sépulture. Pendant près d'un siècle, l'archéologie dominante a délaissé Gunung Padang. L'affaire ressurgit lorsqu'un groupe d'agriculteurs remit la montagne en lumière en 1979. Au cours des années 80, les chercheurs entreprirent enfin des fouilles et mirent au jour des fragments de poterie datés entre 45 avant et 22 après Jésus-Christ. Mais c'est ici que l'ensemble prend une tournure singulière. Certaines analyses indiquent que les strates les plus profondes de Gunung Padang auraient entre 16 et 27 000 ans. Une telle ancienneté impliquerait une construction durant la dernière ère glaciaire, ce qui en ferait un édifice antérieur aux fameuses pyramides d'Égypte, longtemps tenues pour les premières du monde. Cette hypothèse émane du géologue Danny Hillman. Son équipe a mobilisé un radar pénétrant, des carottages et la datation au carbone pour examiner Gunung Padang, et leurs découvertes se révélèrent étonnantes. D'après Hillman, le site s'apparenterait à une immense structure stratifiée, édifiée par étapes au fil de millénaires. La couche la plus récente présente un âge estimé entre 3 et 4 millénaires, soit une période comparable à celle des pyramides égyptiennes. En sondant davantage, on atteint l'unité 2, érigée il y a approximativement 7500 à 8000 ans. Toutefois, c'est l'ultime niveau qui bouleverse réellement les esprits. Hillman soutient que l'unité 3 pourrait remonter à 27 000 ans. Ces travaux laissent entendre que Gunung Padang ne serait pas une simple colline, mais une pyramide à degrés intégrant des chambres et des cavités souterraines, même si peu d'éléments concrets subsistent à leur sujet. Le géologue reconnaît que son interprétation paraît extravagante, mais affirme s'appuyer sur des données authentiques et parfaitement recevables. Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. Les contradicteurs de Hillman soutiennent que Gunung Padang ne serait pas d'origine humaine, mais relèverait de formations naturelles, à l'exception éventuelle des parties supérieures qu'ils désignent comme l'unité 1. Ce sont les niveaux inférieurs, ceux qui pourraient bouleverser notre histoire, qui cristallisent les débats. Pour saisir l'enjeu, il faut s'intéresser au sol. La région où s'élève Gunung Padang est dominée par les volcans, ce qui signifie que l'ensemble repose sur un substrat volcanique. L'équipe de Hillman fora le monticule et mit au jour un élément troublant, un sol plus récent coincé entre des strates rocheuses nettement plus anciennes. À leurs yeux, cela constituait l'indice manifeste d'un empilement intentionnel plutôt que d'une formation naturelle. En effet, dans les processus géologiques, un dépôt jeune ne s'enfonce pas spontanément sous des roches anciennes. Ce serait comme découvrir une encre fraîche sous les feuillets d'un ancien manuscrit. Tout ceci ne colle pas, à moins qu'une main humaine soit intervenue. Cependant, des spécialistes sceptiques, tels que le volcanologue Sutikno Bronto, soutiennent que Gunung Padang n'aurait rien d'une pyramide façonnée par l'homme, mais correspondrait plutôt aux vestiges d'un ancien volcan.
Il estime que l'entremêlement de sols récents et de roches anciennes résulte de l'érosion naturelle et de dynamiques géologiques, non d'un travail humain. L'activité volcanique peut engendrer, au fil des siècles, des formes singulières, et faute d'indices tangibles, outils, gravures, restes humains. Nombre d'experts demeurent peu convaincus. Le cœur de l'énigme réside dans ce paradoxe. Observons-nous les vestiges d'une civilisation disparue ou interprétons-nous, à tort, les caprices de la nature ? La majorité des archéologues rappellent que la preuve d'une société ancienne exige des marqueurs culturels, art, outils, aménagement. Bref, des traces indéniablement humaines. C'est précisément pour cette raison que l'archéologue Flynn Dibble, principal contradicteur de Hillman, rejette l'idée d'une pyramide. Selon lui, sans indice formel d'activité humaine, tout ce que l'on peut affirmer est que le sol du monticule date de 27 000 ans, ce qui ne démontre nullement que des bâtisseurs érigeaient des pyramides à cette époque reculée. Cependant, plus nous creusons dans les strates du passé, plus nous constatons que nos ancêtres possédèrent des capacités insoupçonnées. L'hypothèse de civilisation avancée durant l'ère glaciaire paraît extravagante à de nombreux archéologues. Après tout, qui aurait pu disposer du savoir et des moyens nécessaires pour édifier de vastes structures, telles que des pyramides, dans un environnement si rigoureux ? C'est à ce stade qu'interviennent certains chercheurs, en particulier Graham Hancock. Hancock est connu pour ses théories controversées, affirmant que des civilisations avancées auraient pu exister durant l'ère glaciaire. La dernière glaciation s'étendit d'environ 2,5 millions d'années, jusqu'à quelques 11 700 ans avant nos jours. À son apogée, d'immenses calottes recouvraient une large partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, rendant la survie humaine difficile. La plupart des archéologues estiment que les populations de cette époque étaient surtout des groupes de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en quête de nourriture et d'abri. L'idée qu'ils aient possédé les compétences nécessaires pour édifier une structure massive de type pyramidal demeure difficile à admettre. Pourtant, des chercheurs comme Hancock soutiennent que des civilisations avancées de l'ère glaciaire auraient pu exister et être anéanties par des cataclysmes, tels que des inondations provoquées par la fonte rapide des glaciers. Selon Hancock, ces cultures très anciennes auraient pu ériger des structures monumentales telles que des pyramides. L'un de ses ouvrages majeurs, L'empreinte des dieux, approfondit longuement cette hypothèse. Il y examine divers indices matériels issus de monuments anciens, comme la pyramide de Khéops ou les ensembles mégalithiques d'Amérique du Sud, et avance qu'ils pourraient constituer les traces résiduelles d'une civilisation oubliée. Les théories de Hancock supposent que le savoir et les techniques transmises par cette culture perdue auraient été redécouverts, puis exploités par des civilisations ultérieures, notamment les Égyptiens et les Mayas. Appliquée à Gunung Padang, cette perspective devient encore plus captivante. Ce site indonésien pourrait-il représenter le vestige d'une civilisation disparue, ayant vécu durant la dernière glaciation ? Il faudra poursuivre les investigations pour en obtenir la certitude. Quoi qu'il en soit, tandis que les scientifiques débattent de l'origine de Gunung Padang, les légendes locales proposent une toute autre explication. L'un des mythes les plus célèbres raconte l'histoire du roi Siliwangi, puissant souverain désireux d'édifier un palais somptueux en une seule nuit. Doté d'une force surnaturelle, il entreprit d'empiler d'énormes blocs pour façonner son œuvre. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, il constata qu'il n'avait pu achever la tâche. Dépité, il abandonna son projet, laissant derrière lui les imposantes formations rocheuses observées aujourd'hui. Bien que dépourvue de valeur historique, cette légende illustre à quel point Gunung Padang reste profondément enraciné dans la culture locale. Encore aujourd'hui, le site est perçu comme un lieu chargé d'énergie spirituelle, attirant des visiteurs convaincus de son pouvoir mystique. Des hindous de Bali gravissent les marches de la montagne pour accomplir des rituels liés à l'apparition de la pleine lune. Des adeptes du pencaksilat, un art martial indonésien, y pratiquent également leur discipline sur les hauteurs. Tandis que ces rites sacrés perdurent, l'archéologie et la géologie poursuivent leurs analyses afin de déterminer si cette structure pourrait Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante.
Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tézontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction, mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasse et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu, mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides.
le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés, et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison. D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal, qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats.
Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des trois âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais deux inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée, et ainsi ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur, et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule. Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient. Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien. Peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéraux. Le basque est classé comme une langue isolée,
ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre. Mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Savez-vous quelle quantité d'or a été extraite par l'humanité au fil de l'histoire? Environ 233 000 tonnes. Et les 2/3 de cette masse furent exploités après les années 1950. Divers pays, époques et des milliers de personnes impliquées. Mais que se passerait-il si d'immenses gisements d'or étaient découverts en un seul lieu? Et si un immense gisement de minerai d'or était révélé? Non, pas juste immense, mais proprement gigantesque. C'est exactement ce qui a été mis au jour en Chine. Un groupe de géologues a identifié environ 40 filons d'or, renfermant approximativement 330 tonnes de minerai. Mais ce n'est pas tout. La modélisation 3D a révélé que davantage d'or repose en profondeur. À quelques 3000 mètres, plusieurs centaines de tonnes supplémentaires pourraient se trouver. En tout, il est possible qu'ils découvrent des gisements totalisant près de 1100 tonnes d'or. Pouvez-vous concevoir pareille quantité? Cela correspond à environ 70 milliards d'euros. Waouh! Les experts indiquent que ce gisement recèle environ 139 grammes d'or par tonne de minerai. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité un taux remarquable dans l'exploitation aurifère.
Habituellement, 10 grammes par tonne est considéré comme excellent. Si toutes les estimations s'avèrent exactes, il s'agira de la plus vaste mine d'or au monde, surpassant même la mine de South Deep en Afrique du Sud, qui recèle 1025 tonnes d'or. Certains s'inquiètent, et d'autres se réjouissent. L'or, toujours l'or dans les esprits. Tous désirent de l'or, tous en acquièrent. Sa valeur s'accroît, et il apparaît bien plus sûr que le Bitcoin ou l'argent liquide. L'or évoque richesse et luxe. Il demeure constamment un placement précieux et rentable. Mais un instant, pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'enthousiasmer pour ce métal brillant? La vérité est que l'or possède à la fois une valeur pratique et psychologique. Depuis des siècles, l'or incarne le pouvoir, le prestige et la prospérité au sein de diverses cultures. Il semble que nous portions en nous une mémoire ancestrale nous signalant que l'or est précieux. Songez aux innombrables problèmes qu'il aura causés aux héros littéraires et aux multiples aventures autour de l'or que nous avons vues au cinéma. L'or suscite la joie et l'avidité, la cruauté et la domination. Voilà pourquoi il séduit tant de monde. Certes, il charme par son éclat, mais il demeure aussi d'une grande utilité. L'or ne rouille pas, ne se corrode pas, se conserve sur de longues périodes et ne se détériore pas. Il constitue l'investissement fiable par défaut. Toutes les autres formes d'épargne risquent de perdre de leur valeur lors des crises, tandis que l'or reste stable. Le seul inconvénient réside dans le risque de vol. Outre la joaillerie, l'or intervient dans l'électronique, la médecine, l'aérospatiale et de nombreux autres secteurs. Le Bitcoin tire sa valeur de la confiance des gens à travers le monde. L'argent possède sa valeur grâce à l'appui des autorités. L'or, en revanche, a une valeur intrinsèque. Il est tangible, visuellement séduisant, et son prix est consolidé par la croyance séculaire en sa valeur durable. Mais ne laissez jamais l'or vous troubler. Nombreux sont ceux qui perdent leur honneur, voire la raison à cause de lui. Évitez ce piège. Ce n'est qu'un simple morceau de métal brillant. D'autres métaux précieux existent dans le tableau périodique. Le palladium, l'argent, le cuivre, le platine. Pourquoi l'or occupe-t-il la première place? Les métaux moins nobles tels que le cuivre, le fer, le plomb et l'aluminium se corrodent et rouillent. L'aluminium, de surcroît, manque de durabilité. Le platine et le palladium surpassent l'or en prix. Mais leur rareté et la difficulté de leur extraction en limitent l'exploitation. Peu de pièces pourraient en être faites. L'argent, plus tendre que l'or, ternit, se raye et se déforme. Et, pour être franc, l'or reste le plus séduisant. Mais une autre raison explique ce coût élevé. Il est ardu à obtenir. L'extraction de l'or constitue un processus fastidieux. Dans les documentaires, vous avez peut-être observé des personnes se tenir à l'embouchure d'une rivière, collectant limon et argile, les tamisant à travers de la gaze et de petits filets, pour y découvrir quelques particules d'or. Il s'agit là de l'une des méthodes d'extraction de ce métal précieux. Il faut fournir un travail considérable pour obtenir seulement quelques fragments. Comment déniche-t-il l'or? Autrefois, c'était une question de chance. Quelqu'un marchait le long des rives et apercevait un éclat dans l'eau. Aujourd'hui, les méthodes de détection se révèlent bien plus efficaces. Les géologues savent que l'or est présent dans presque toutes les roches et tous les sols, mais ces particules sont si infimes qu'elles échappent à l'œil. Lorsque la concentration devient suffisamment élevée et perceptible, commence alors le travail d'extraction. Des équipes géologiques spécialisées recherchent activement ces sites. Dès qu'elles découvrent de l'or, elles forent des puits, prélèvent des échantillons de sol et évaluent si la quantité de métal permet une exploitation minière à grande échelle. La production dépend de la nature du gisement. Lorsque l'or se trouve dans une roche dure, les mineurs forent des trous, y placent de la dynamite, puis la font exploser. L'explosion fragmente la roche afin d'en extraire le métal. Mais cela ne constitue que le début du processus. Après avoir rassemblé ces gros fragments, les ouvriers les transportent vers des usines pour en extraire le précieux matériau. Au premier stade, les spécialistes réduisent les gros fragments en morceaux plus petits. À l'aide de concasseurs, ils broient le minerai jusqu'à obtenir de petits fragments semblables à du gravier. Il est ensuite introduit dans des tambours rotatifs remplis de billes d'acier. La rotation des tambours permet aux billes de réduire le gravier en poudre sous la pression. Cette masse est ensuite mélangée à de l'eau et filtrée. Par la suite, l'or est extrait du minerai au moyen de solvants chimiques et de systèmes de purification complexes. Il se fixe au carbone, puis en est séparé, suivi de plusieurs procédés supplémentaires, incluant l'électrolyse et des purifications plus approfondies. Enfin, l'or est fondu.
débarrassé de ses impuretés, coulé en lingots, puis expédié vers d'autres installations pour un traitement complémentaire. Oui, il s'agit d'un processus difficile et chronophage, et il n'est pas toujours rentable. Il est possible de découvrir un gisement de métal précieux, mais son extraction peut s'avérer trop onéreuse et la quantité d'or ne suffira pas à rendre l'effort économiquement justifiable. Seuls 10% des dépôts mondiaux d'or contiennent suffisamment de matières précieuses pour compenser les coûts d'extraction et de traitement. De nombreuses zones regorgent d'or, mais savez-vous combien sont réellement exploitables de manière productive? Moins de 0,1%. Cela constitue probablement une raison supplémentaire de la valeur exceptionnelle de l'or. Mais existe-t-il un autre matériau capable de susciter un tel engouement? Oui, et l'on le surnomme l'or liquide. Il s'agit de l'hélium. Ce gaz sert à gonfler les ballons, mais ce n'est pas là son principal intérêt. L'hélium peut atteindre des températures ultra basses, possède des propriétés supraconductrices et se distingue par sa légèreté. Il est utilisé en médecine pour le diagnostic, notamment pour l'imagerie par résonance magnétique. L'hélium refroidit les réacteurs nucléaires et régule la température du carburant des fusées lors du lancement. Lors de plongées profondes, les plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène pour éviter les troubles liés aux variations de pression. L'hélium s'avère ainsi indispensable au monde moderne. Un autre matériau précieux est le graphène. Ce n'est pas seulement l'un des matériaux les plus résistants au monde. C'est également un excellent conducteur. La chaleur et l'électricité le traversent aisément, ce qui le rend extrêmement prometteur pour le développement de... Quoi exactement? Étant donné que le graphène est aussi flexible, hydrofuge, non toxique et doté de propriétés antibactériennes, il se prête au développement d'innombrables applications. Équipements médicaux, génie mécanique, électronique, construction, logistique, conservation énergétique, industrie spatiale et sous-marine, et bien plus encore. Les savants estiment que le graphène pourrait permettre l'émergence de technologies révolutionnaires susceptibles de transformer la vie de tous. Un processus similaire s'est produit avec le silicium, largement utilisé pour produire des semi-conducteurs et des batteries rechargeables. Sans silicium, nous ne disposerions probablement pas de smartphones, d'ordinateurs portables, ni d'autres appareils électroniques. Le graphène pourrait lui aussi provoquer un nouveau bond technologique. Lorsque le monde s'orientera vers les énergies renouvelables et que les transports électriques se généraliseront, le graphène pourrait devenir le véritable or technologique. Les tests sur les batteries au graphène ont démontré qu'elles se rechargent plus de 70 fois plus vite que les classiques et durent 3 fois plus longtemps. Par ailleurs, elles sont peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Impressionnant certes, mais où peut-on se procurer ce graphène? Il est extrait du graphite, présent dans les entrailles de la Terre. L'un des plus vastes gisements se situe en Australie méridionale, avec 200 millions de tonnes de graphite de haute qualité, une quantité qui semble suffisante pour alimenter la planète entière. As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins,
Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt avec son équipe se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burin en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique, des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples, et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmidt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmidt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau. Le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles, représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmidt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi ? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercles et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres.
et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant.